Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Dans quelques instants, nous allons aller à la rencontre d'un député, ici, à Chauny, qui est en situation de handicap et il va nous expliquer que malgré son handicap, rien n'est impossible. Mais pour l'instant, je vous emmène à la rencontre d'une association qui porte très bien son nom, puisque l'association est extraordinaire. Alors avec nous, Camille, vous allez nous parler de cette association qui existe et qui s'appelle Extraordinaire. Alors, pourquoi cette association, à qui elle s'adresse, et puis surtout, vous allez nous expliquer pourquoi vous en êtes arrivé aujourd'hui à créer des événements autour de cette association. Alors effectivement, nous on a rejoint l'association Extraordinaire en 2019 parce qu'on est parents d'une jeune fille porteuse d'un syndrome génétique maladie rare, le syndrome DDX3X, qui est lié à la mutation accidentelle d'un gène, le gène DDX3X, porté par le chromosome X. Et on a rejoint cette association nationale, l'association Extraordinaire, qui vient en aide aux patients et aux familles qui sont concernées par un syndrome génétique maladie rare lié à l'X. Ici en Hauts-de-France, on a une idée de combien de personnes sont concernées par cette maladie rare ? Il y a environ 1000 patients dans le monde. En France, on est à peu près une centaine. Et dans les Hauts-de-France, je pense qu'il y a 7 familles concernées par le syndrome DDX3X. Expliquez-nous un petit peu justement comment on vit toute cette épreuve avant justement que le diagnostic soit posé. La phase d'errance diagnostique est extrêmement douloureuse et coûteuse pour les familles qui sont concernées par un syndrome génétique ou enfin, en tout cas par une maladie rare. Nous, dans notre cas, le diagnostic de syndrome DDX3X a été posé alors que Nel était âgée de 6 ans et demi. Donc les 6 premières années, en fait, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un retard qui s'installe, des troubles qui s'installent et on ne sait pas trop vers qui se tourner. Alors les médecins sont très aidants pour ça parce qu'ils nous donnent des contacts d'associations, ils nous font parfois permettre de rencontrer d'autres familles, mais effectivement le diagnostic il est salvateur parce que jusqu'alors il y a une grosse culpabilité qui s'installe en se disant mais enfin qu'est-ce que j'ai fait s'il n'y a pas de cause médicale aux difficultés de mon enfant, c'est que c'est moi qui ai fait quelque chose qui n'allait pas et moi je sais que mon mari et moi on a été touchés d'une grande culpabilité jusqu'au jour où la généticienne nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient trouvé l'origine des difficultés de notre fille et que c'était un syndrome génétique accidentelle, une mutation accidentelle d'un gène, et là effectivement l'acceptation est quand même beaucoup plus évidente. Alors pendant justement ces 6 premières années, il y a eu la scolarité. Je suppose qu'avant justement que le diagnostic tombe, votre fille était en scolarité avec d'autres enfants. Ça a posé justement là des problèmes comportementaux, d'acceptation. Comment se sont passées, pour elle en tout cas, ces 6 premières années ? On a eu la chance de pouvoir lui permettre d'être scolarisée dans une école expérimentale en pédagogie freinée sur Mont-Saint-Barreul, l'école Anne Frank et le groupe scolaire Concorde. Elle a donc fait 4 années, puisqu'elle a eu un maintien en grande section de maternelle, en milieu ordinaire, avec effectivement des aménagements thérapeutiques de son emploi du temps, un accompagnement par une AVS en 100% du temps scolaire. Et après, quand il était l'heure de passer en CP, s'est posé la question d'un maintien en milieu ordinaire et bon nombre de familles nous ont dit mais tu sais, elle a le droit d'aller en CP. Alors je dis évidemment qu'elle a le droit d'aller en CP, mais est-ce qu'elle a besoin d'aller en CP? Parce que Nel était alors t'étais trop petite. Alors t'avais l'âge d'aller en CP, mais ça nous paraissait trop compliqué. Ça nous paraissait pas bénéfique et souhaitable pour elle de jouer cette carte de l'inclusion. Alors, cette carte de l'inclusion, elle est valable pour des tas d'enfants. Et moi, je suis pour l'inclusion en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Mais là, pour la scolarisation, nous, on a fait le choix d'une orientation en milieu spécialisé. Et donc, à 7 ans, elle a intégré l'IEM Jules Ferry à Lille, un institut d'éducation motrice, où son temps de scolarisation se partageait entre des temps de classe et des soins sur un plateau technique avec des kinés, des psychomotes, orthophonistes. Et il y a 3 ans, elle a intégré l'IME de l'INSEL, l'IME de l'ISETA à l'INSEL, pour poursuivre sa scolarisation en milieu spécialisé.
Donc pour la 5e année consécutive, vous allez organiser un événement au mois de juin auquel on sera associé, bien entendu. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet événement ? Cet événement, c'est l'Exaltante. Effectivement, c'est la 5e édition qui se tiendra à Villeneuve-d'Ascq sur le Parc du Héron le dimanche 15 juin 2025. En fait, au sortir du Covid, en 2021, on a eu envie de créer un événement solidaire pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, en se disant que nous, on avait eu la chance que nos réseaux familiaux, que nos réseaux d'amis ne s'étaient pas étiolés à cause du handicap, du fait du handicap. Et on a pris conscience qu'il y a des tas de familles qui sont plongées dans l'isolement et dans la solitude à cause du handicap, et on a voulu créer un événement, une journée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, une journée où les familles qui sont concernées par le handicap peuvent se retrouver et se sentir attendues. Donc c'est un événement sportif, puisqu'en fait il y a des épreuves de trail, des parcours de randonnée, il y a une épreuve d'handi-trail, une course enfant. Cette année on inaugure le brevet cycle, avec des parcours cycle pour les personnes valides et pour les personnes en situation de handicap. On est en partenariat avec le MTNV, qui est le club de trail de Villeneuve-d'Ascq, qui s'occupe de toute la partie trail pour qu'il y ait vraiment, pour les sportifs valides qui veulent venir faire un chrono et vivre du sport nature, ils seront satisfaits. Et il y a un village associatif avec la présence d'autres associations de familles qui viennent se mobiliser pour le handicap. Et c'est un événement festif avec des scènes de danse, des spectacles musicaux, des food trucks, des structures gonflables, des animations gratuites et festives pour tout le monde. Rendez-vous pris, 15 juin 2025, et nous serons à vos côtés. Nous allons aller maintenant à la rencontre de José Borin. José Borin est député de l'Aisne, il est en situation de handicap puisqu'il est non-voyant, et pourtant son handicap n'est pas un frein à son engagement politique. José, merci de nous recevoir ici à votre permanence. Alors, votre cas est un petit peu atypique parce que vous êtes non-voyant et vous avez décidé de vous lancer en politique pour justement accompagner nos concitoyens. Est-ce qu'on pourrait apprendre un petit peu déjà quel a été votre parcours et comment vous êtes arrivé à cet handicap? Parce que je suppose que ce n'est pas de naissance. Je m'appelle José Borin, j'ai 53 ans. Je suis né à Chauny et je suis né malvoyant à la suite d'un glaucome congénital et j'ai perdu totalement la vue en 2008. Comment tu es arrivé à la politique et comment on arrive à être député de sa ville? Je me suis en fait intéressé à la politique, tout d'abord à la politique locale. En étant conseiller municipal dans ma commune de Chauny, j'ai donc tout naturellement, après m'être intéressé donc à la politique locale, la politique est un virus qu'on attrape et on a beaucoup de mal à se débarrasser d'ailleurs ensuite, parce que c'est quelque chose de tellement intéressant et c'est quelque chose qui nous fait, c'est un monde vraiment que l'on découvre, qui est parfois dur, qui est parfois difficile, qui est souvent même parfois un peu cruel, mais qui est en même temps tellement enrichissant et sur le plan humain nous fait découvrir tellement de choses que quand on met en général le pied dedans, en général, on a du mal à en sortir. Et donc, je me suis tout naturellement intéressé, après la politique locale, à la politique de manière générale. Et en 2022, quand j'ai eu la chance et que les électeurs m'ont fait l'honneur de m'élire député de la 4e circonscription de l'Aisne, j'ai découvert en fait un monde encore différent de la politique locale, un monde aussi difficile, aussi qui peut être dur, effectivement, mais qui est aussi un monde où on y rencontre énormément de personnalités différentes et où on a la sensation, quand l'on travaille, on a la sensation réellement d'être utile, de se rendre utile et de pouvoir porter un message. Le fait justement d'être non-voyant, est-ce que ça pose un problème dans les relations avec les gens aujourd'hui? Parce que tu es dans l'hémicycle, certes, mais aussi sur le terrain. Est-ce que c'est compliqué de ne pas voir les gens en face de nous? En tant que non-voyant, parlementaire, j'ai aujourd'hui une mission, et cette mission est de faire découvrir cet handicap, rassurer les gens, expliquer que aujourd'hui quelqu'un qui ne voit pas est quelqu'un comme tout le monde, qui effectivement, certes, n'a pas l'usage de ses yeux, mais peut avoir effectivement un mode de communication tout à fait normal, et faire passer un message. Faire passer un message, pour moi, c'est essentiel. Et la méconnaissance de l'handicap est souvent le plus gros problème que l'on peut rencontrer. Lorsqu'on ne voit pas, les maladresses
qui sont faites souvent par les gens autour de nous, ou la gêne, ou la crainte que certaines personnes peuvent avoir, qui est légitime, puisque quand on ne connaît pas quelque chose, en général, on peut en avoir peur. Justement, c'est à moi, dans cette condition, donc en tant que non-voyant, c'est à moi, aujourd'hui, qui a la chance d'avoir cette tribune, qu'est l'Assemblée nationale, de faire passer des messages, de rassurer et d'expliquer qu'aujourd'hui, l'handicap n'est pas un frein à l'exercice d'un mandat ou de bien d'autres activités ou bien d'autres professions d'ailleurs. Est-ce qu'à l'Assemblée, il y a des commissions qui travaillent sur le bien-être des personnes en situation de handicap? Comment, en fait, notre problème du handicap est perçu? Il existe effectivement des commissions en fait, surtout des groupes d'études, des groupes d'études qui travaillent de manière transpartisane avec différents députés de différents groupes politiques qui travaillent et planchent sur effectivement des propositions qui pourraient être faites, des propositions de loi, des projets de loi ou des amendements simplement qui pourraient parfois améliorer ou modifier ou enrichir certains textes justement qui sont déjà existants sur le handicap. Est-ce que justement tu peux faire passer un message à des personnes en situation de handicap qui sont en train de nous regarder, à la famille de personnes en situation de handicap pour qui en fait c'est compliqué de se projeter et de se dire que oui, tout est possible? Grâce justement aux réseaux sociaux, grâce à des interventions ou des canaux comme le tien par exemple, aujourd'hui, j'ai cette possibilité et cette chance de pouvoir montrer et expliquer aux gens que le handicap n'est pas forcément un frein pour tout. Donc aujourd'hui, à travers cette mission que m'ont confiée les électeurs à l'Assemblée nationale, mon projet et mon souhait le plus cher est d'ouvrir les yeux aux gens. Et quand, en tant que non-voyant, je réussis à ouvrir les yeux à un maximum de personnes, eh bien, ça sera pour moi, non-voyant, une double victoire. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Blue.